Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Voix du parti Univers. Le candidat du parti Univers se fait entendre. À Yaoundé, Akeremouna a déroulé hier jeudi un programme de rupture axé sur la lutte contre la corruption, le retour des restes d'Amadou Ahidjo et un développement taillé sur mesure pour chaque arrondissement. Opération de la gendarmerie à Yaoundé. La gendarmerie nationale a arrêté des faux monnayeurs et faux recruteurs lors de 2 opérations menées dans la capitale politique du Cameroun. La Légion de gendarmerie du centre a mis en déroute ces faux monnayeurs qui inondaient Yaoundé d'argent illicite ainsi que des faux recruteurs promettant des emplois à l'ONU et aux États-Unis à leurs victimes. Voilà pour le sommaire de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. Démarrons ce journal par l'actualité politique. Le candidat du parti Univers fait déjà entendre sa voix. À Yaoundé, Akeremouna a déroulé hier jeudi un programme de rupture, de lutte contre la corruption, de retour des restes d'Amadou Ahidjo et du développement taillé sur mesure pour chaque arrondissement. Écoutons ce récit de Delphine Fankoutrine. En guise de boussole, Akeremouna promet un programme d'urgence de 100 jours dès son accession au pouvoir. Premièrement, il y aura une audit. Nous devons combien? Qu'est-ce qu'il faut? On va faire des comités dans les 360 arrondissements. Ces comités-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être créés par ceux de ces arrondissements. Ils vont relever leurs priorités de développement. C'est ce qu'on va faire. Et vous me direz, mais l'argent va venir d'où? L'affaire Glencore. Dès les 5 premiers jours, je suis à mesure de mettre sur la table, devant le trésor camerounais, 800 milliards. Une feuille de route qui s'appuie sur la lutte acharnée contre la corruption, son éternel cheval de bataille, et sur 8 piliers censés redonner souffle aux secteurs vitaux du pays. On va mettre 1 milliard par commune dans un premier temps, ça va faire 360 milliards, pour qu'eux-mêmes déterminent ce qu'il leur faut dans un premier temps. Et le reste, on va utiliser pour booster l'emploi des jeunes et l'emploi des femmes. Le problème de la multinationalité, je dis, une fois Camerounais, toujours Camerounais, on va résoudre cela. Le problème du retour, n'est-ce pas, du corps du président Ahidjo, son épouse et sa première fille, ça, on va aussi s'y atteler. Ancien bâtonnier et figure de la société civile, investi par le parti Univers, il se présente aussi comme l'artisan des dernières assises de Fumban, destiné à désigner un candidat unique de l'opposition. Sur ce terrain, il tend la main à Maurice Kamto, laissant la porte ouverte à une possible coalition. Je vous ai sorti tout de suite une solution où j'appelle directement au professeur Kamto. J'ai dit, peut-être, avec ce que vous avez fait, avec votre combat pour le changement, peut-être il vous revient maintenant, sans enjeu direct, dites à tout le monde d'être là. Entouré des représentants de ses partis alliés au cours de la conférence de presse de ce 28 août à Yaoundé, Akeremouna lance sa campagne électorale. Un lancement qui n'est pas qu'un symbole. L'homme a su avoir déjà foulé près de 150 arrondissements du Cameroun et promet de continuer le travail de terrain au plus près des populations. La gendarmerie nationale met aux arrêts les faux monnayeurs et faux recruteurs au cours de 2 opérations menées dans la capitale politique au Cameroun. La Légion de gendarmerie du centre a mis en déroute des faux monnayeurs qui inondaient donc Yaoundé de cet argent illicite et des faux recruteurs qui promettaient pas moins que des emplois à l'ONU et aux États-Unis. Reportage. C'est une histoire de traque à des carrefours. D'abord au carrefour Bouba, puis au carrefour Simbok, où des faux monnayeurs avaient élu domicile au cœur de la capitale. À travers 2 opérations, la Légion de gendarmerie du centre vient de leur sauter dessus. La perquisition du domicile d'un certain Jaurès nous a permis de trouver bien héros en filant son domicile certaines cartes magnétiques. Au deuxième domicile, où nous avons interpellé 2 personnes, nous avons trouvé les dollars australiens. Ces gars agissent de façon continue pour arnaquer la population. En pistant cette entreprise singulière, la gendarmerie a pu remonter cette filière
Des jeunes gens assez ingénieux qui disposent d'un appareil qui permet cette production via les ordinateurs. Et avec quoi ils appâtent des clients sur Internet et eux-mêmes sont appelés régulièrement des scammers. Ils fabriquent même des fausses cartes magnétiques. Donc on vient de mettre la main sur ces 3 individus qui vont répondre de leurs actes devant les magistrats. La Légion de gendarmerie du centre vient de mettre le grappin sur des pourvoyeurs d'emploi d'un autre type. Une association ou bien une ONG qui n'a pas d'existence légale, qui vient s'installer en plein cœur de la ville de Yaoundé. Et de l'autre côté, des Camerounais qui se laissent aller par des images bling-bling, des photos des militaires et des tenues américaines et qui promettent faire recruter des gens aux Nations Unies. À force de stratagèmes et se référant à d'illustres institutions internationales et à des pays réputés, ils arrivaient à perpétrer et à perpétuer leur forfait. Et qui disposent par devers une arme non létale, et qui bénéficient de formations toutes les 2 semaines pour espérer aller travailler soit aux États-Unis, soit aux Nations Unies. Curieusement, les Nations Unies ne les reconnaissent pas dans leur organisation. Seul petit bémol dans cette affaire, le remboursement déjà effectif à certains chercheurs d'emploi prêts à prendre tous les risques. Beaucoup de personnes qui ont été enregistrées ou bien qui ont été formées ont payé de grosses sommes d'argent et certains ont déjà été remboursés. Une fois encore, ces multirécidivistes ont rendez-vous avec les magistrats. Dans l'actualité également, le Bikoutsi a perdu l'une des plus grandes voix. Angé Bogo Émiran s'est éteint à 73 ans, laissant derrière lui un héritage musical qui traverse des générations. À son domicile à Biteng, à Yaoundé, l'émotion est grande entre proches, artistes et anonymes venus lui rendre un dernier hommage. Au quartier Biteng, à Yaoundé, ce jeudi matin, le silence a remplacé les notes de musique. Dans la cour du domicile d'Ange Bogo, la douleur se lit sur chaque visage. Proches, amis, artistes sont venus dire adieu à l'un des piliers de la musique camerounaise, décédé dans la nuit des suites de maladies. C'est pratiquement 1 an. Donc il a eu une pomme de rein. Il a l'insuffisance rénale. Mais à chaque fois qu'il le rechutait, on le ramenait. Et ça fait 3 semaines qu'on l'a ramené au CHU. Et cette nuit autour de 1h du matin, il est parti. Dans cette atmosphère lourde, les témoignages s'enchaînent. Le jeune Ledo Marcelin, tout comme d'autres musiciens de la nouvelle génération, expriment leur désarroi face à la perte d'un modèle. C'était l'un des derniers de Mohicans de la musique camerounaise. Il y a quelques mois, il pleurait devant le ministre de la Communication en implorant au gouvernement de se pencher sur la situation des artistes. Aujourd'hui, c'est une encyclopédie de la musique camerounaise qui s'en est allée. Tous reconnaissent en l'illustre disparu une source d'inspiration, un guide qui a marqué le Bikoutsi de son empreinte. Il avait toujours un timbre vocal, sa manière, son timing dans sa composition, dans la manière de faire, de présenter ses chansons. Donc il était pour nous un grand frère expérimenté en musique et en tout et tout. C'est celui-là, l'artiste le plus proche de moi avec qui je vivais mon quotidien. Tout ce que je demande, que le Seigneur lui préserve une place à l'au-delà. Son fils, ici connu du public sous le nom de Tonton Bogo, tout comme sa mère, Maman Odile, retiennent difficilement leurs larmes. Monsieur Bogo, c'était mon mentor, le chef de famille, le grand maître. C'est lui-là qui m'a tout appris. Oui, ça va comme ça là. Je suis très éprouvée. Je suis fatiguée. Je ne sais pas si je vais résister. C'est une très belle pour moi. Angé Bogo s'éteint à l'âge de 73 ans. Figure incontournable du Bikoutsi, il laisse derrière lui une discographie riche et des titres qui ont bercé plusieurs générations. Considéré comme l'un des grands bâtisseurs de la musique moderne camerounaise, Angé Bogo Émiran quitte la scène, mais son écho, lui, reste immortel. C'est ainsi qu'Angé Émiran Bogo emporte avec lui une partie de notre mémoire collective. À toute la famille, recevez les sincères condoléances de la communauté du Grand Nord. Dans un monde où l'individualisme semble parfois prévaloir,
Une nouvelle lueur d'espoir émerge au cœur de la région de la Benoué. L'association Faro, présidée par Walza Oumarou, se donne pour mission de renforcer les liens d'appartenance et de solidarité entre les membres de la communauté. Ce reportage vous plongera dans l'univers de cette initiative innovante qui vise à promouvoir le soutien mutuel et à créer un véritable réseau d'entraide. Christian Auré et Ibrahim Sali. C'est dans une ambiance conviviale et pleine de gaieté que les ressortissants du département du Faro se trouvant dans la Benoué se sont retrouvés le dimanche 24 août 2025 à Ngong, chef-lieu d'arrondissement de Cheboa, dans la région du Nord, pour fédérer autour d'une association. Dénommée Faro dans Benoué, cette association permettra à ces fils et filles du Faro d'un partage idéal d'unité. Dans les prises de parole, les orateurs n'ont pas manqué de décliner les objectifs principaux de cette organisation. Bon, le but de la réunion ici se résume en 3 parties. Premièrement, c'est la solidarité. Donc l'importance de la réunion, c'est la solidarité. Et dans la solidarité, il y a l'importance de se connaître, l'importance de s'entraider et l'importance aussi d'aider tout le monde qui sont en détresse. Et la deuxième partie, c'est la reconnaissance. Donc le fait de se réunir ou bien le fait d'être solidaire, on arrive à se connaître. On arrive à se connaître. Par exemple, aujourd'hui, il y a les gens qui sont quittés de beaucoup de localités. Rabinga, il y a Sorke, Gomsi, Tapare. En fait, on se reconnaît par rapport à notre département d'origine. Et maintenant, la troisième partie, c'est l'aide. Au-delà d'un simple regroupement, les fils et filles du Faro pensent ainsi au renforcement des liens de fraternité et surtout au développement socio-économique. Et maintenant, la troisième partie, c'est l'aide. Quand il y a la solidarité, quand il y a la reconnaissance, on s'entraide facilement. Et l'entraide ici se résume par les gens peut-être qui sont en deuil, par les gens qui sont malades. Il y a l'aide sur le plan heureux et l'aide sur le plan malheureux. Donc il y a les gens qui sont souvent malheureux, on les aide. Il y a aussi les gens qui sont dans des événements heureux, on les aide aussi. Voilà en fait l'importance de la réunion. Donc c'est juste pour se connaître, c'est juste pour se rapprocher. C'est juste pour apprendre à marcher avec tout le monde. Voilà un peu l'objectif de la réunion. Faro dans Benoué a engagé ses membres et sympathisants à être des ambassadeurs de discours d'amour, concorde de paix et d'unité. L'assise s'est achevée par un cocktail. Le rendez-vous est pris pour une autre fois. Des nouvelles des 4 enfants libérés après plusieurs jours de captivité à l'extrême nord. Hier jeudi était une journée fort chargée d'émotions pour la famille Nga. Arrivés à Yaoundé hier matin, ils ont passé une bonne partie de leur journée à l'hôpital pour un check-up. Si les enfants enlevés le 13 août dernier sont encore traumatisés, leur retour a néanmoins suscité de la joie aux membres de la famille qui ne cessent de dire merci à tous ceux qui, de près ou de loin, les ont accompagnés depuis le premier jour. Marcelin Gasson. Au domicile de la famille Nga, l'ambiance qui était lourde jusqu'ici a un tout petit peu changé. Ce depuis les premières heures de ce jeudi 28 août 2025. C'est à 4 heures du matin qu'ils me font déjà savoir qu'ils étaient déjà au Carrefour Bastos. Ils m'ont même réveillé parce qu'on dormait. Ils m'ont réveillé avec le coup de fil. Ils m'ont demandé où était la maison. J'ai envoyé quelqu'un les prendre en route. Comment les enfants étaient? Tellement choqués. Les enfants étaient méconnaissables. Méconnaissables. Certes, il y avait un sentiment de joie parce que je les ai revus. Et beaucoup de sentiments de tristesse pour celui qui n'était pas avec eux. Mais l'état, ce n'était pas ça. Ils n'étaient pas en forme.
Les enfants que la famille ne souhaite pas qu'on expose devant les caméras ont à peine eu le temps de souffler que leur maman les a immédiatement conduits à l'hôpital. Question de vérifier leur état de santé. Eux qui sont partis de Maroua pour Yaoundé par route. Parce que hier déjà, le petit hier, il passe le temps, lui il ne veut même pas, il ne peut pas parler. Il passe le temps à plus pleurer. Quand je me rapproche de lui pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas, il me dit comment les circonstances dans lequel on a tué son frère. Il est traumatisé. Lui-même, physiquement, il a la diarrhée parce qu'il m'a fait savoir qu'il buvait de l'eau sale là où il y avait des crapauds. Donc j'ai pensé à les amener à l'hôpital, vu qu'ils sont venus sans carnet médical. Donc il fallait que je me rassure. Je les ai ramenés à l'hôpital ce matin. Là, on a repris tous les examens. Et vous-même, vous voyez les médicaments que le médecin, le docteur a prescrit. Concernant les conditions de détention, ce n'était évidemment pas un traitement princier. Ils m'ont dit comment la scène se produit, comment on les a enlevés dans la voiture, comment ils ont été déportés dans la brousse, et les conditions dans lesquelles ils dormaient, sur un arbre avec des tentes, des bâches, au sol, à même le sol. Les premiers jours, c'était vraiment on les menaçait, mais après, les gars ont commencé à s'habituer à échanger avec eux. Mais ils avaient seulement des menaces quand il fallait passer les appels. C'est là qu'ils étaient beaucoup menacés parce qu'il y avait des fusils qu'on posait sur les têtes et le couteau qu'on sortait à toi et à travers que s'ils ne disent pas ce qu'on les demande de dire, ils seront exécutés. Donc, c'était un peu ça. Mais tout le reste, l'ambiance n'était pas bonne, mais ce n'était pas trop menaçant là-bas. La famille Nga se réjouit de ce happy end, même si malheureusement, l'aîné est resté sur le carreau. Son portrait bien visible au salon rallonge la liste des décès enregistrés dans cette famille. Pour la mobilisation et l'accompagnement dont elle a bénéficié, la famille Nga ne tarit pas de merci à l'endroit de tous ceux et celles qui ont pris leur problème à bras le corps, du déclenchement le 13 août jusqu'à son aboutissement heureux, jeudi dernier. On va dire que tout est bien qui finit bien, même si à la douleur de la perte d'un des enfants, la famille Nga est heureuse que les autres soient revenus, certes avec une santé fragile, mais sains et saufs. Ils vont être suivis pendant un certain nombre de temps. Question de se rassurer de ce que leur santé peut leur permettre dans les prochains jours, eux aussi, de prendre la route en direction de l'école, avec la rentrée scolaire qui est annoncée pour le 8 septembre prochain. Ici donc au sein de la famille Nga, qui retrouve un peu de sourire après 2 semaines assez compliquées, Élisée Boba, Marcelin Gansop. Terminons à présent ce journal par la page internationale. La Cour constitutionnelle thaïlandaise a destitué la première ministre Paetongtarn Shinawatra pour violation de l'éthique 1 an seulement après son arrivée au pouvoir, ce qui constitue un nouveau coup dur pour la dynastie politique Shinawatra et pourrait ouvrir une brèche aux turbulences. Les explications de Constantin Simon. Eh bien écoutez, les juges ont donc estimé que l'ex-première ministre maintenant avait fait preuve de manquement d'éthique. En fait, elle n'était pas au niveau de la fonction. Et comme vous le disiez, c'est notamment une conversation entre l'homme fort du Cambodge, Hun Sen, et Paetongtarn Shinawatra lorsqu'elle était première ministre il y a donc quelques mois, qui a été analysée par les juges. Dans cette conversation, l'ex-première ministre thaïlandaise aurait fait preuve, si vous voulez, de faiblesse, de complaisance à l'égard du Cambodge. Et aussi, elle aurait critiqué sa propre armée, donc l'armée thaïlandaise. Alors que vous le savez aussi, sans doute, vous vous rappelez, il y a eu des tensions frontalières et une mini-guerre a eu lieu eh bien, cet été entre le Cambodge et la Thaïlande. Donc c'est un sujet évidemment de tension. Les juges de cette Cour constitutionnelle, qui est un tribunal qui a pour but, si vous voulez, de contrôler la vie politique thaïlandaise, de vérifier que chaque institution joue bien son rôle, eh bien, les juges ont estimé qu'elle n'avait pas bien joué son rôle et donc ils l'ont officiellement destituée. On le voit, il y a ces contre-pouvoirs en Thaïlande qui interviennent de plus en plus. Alors traditionnellement, on connaît le pays un peu le champion des coups d'État, c'est l'armée souvent qui intervenait pour reprendre le pouvoir. Eh bien, depuis quelques années, c'est la justice thaïlandaise, elle aussi contrôlée, il faut bien le dire, par les conservateurs qui n'hésitent pas à intervenir dans la vie politique thaïlandaise. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette édition sur CamNews 24 et TFM 103 depuis Garoua. Merci de l'avoir suivi et nous vous souhaitons une excellente fin de soirée et surtout un très bon week-end. Au revoir.